Le 1er février 1328, Charles IV le Bel, troisième et dernier fils de Philippe le Bel, meurt à 34 ans en laissant une épouse sur le point d'accoucher. La nouvelle se répand rapidement dans tout le royaume. Le roi n'a que des filles. Son épouse, Jeanne d'Évreux, porte encore un enfant. Peut-être un garçon? L'espoir renaît. Mais quelques semaines plus tard, elle donne naissance à une fille, Blanche. Pour la première fois depuis Hugues Capet, il ne se trouve pas un garçon pour perpétuer la dynastie en ligne directe. La France se retrouve dans une situation inédite. Depuis 3 siècles et demi, les Capétiens ont toujours eu un héritier mâle. Cette fois, c'est terminé. La branche directe s'éteint. Les grands du royaume se rassemblent pour décider du destin de la couronne. 2 candidats émergent rapidement. D'un côté, Édouard le III d'Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabelle. Il a 26 ans et règne sur l'Angleterre depuis 1 an. De l'autre, Philippe de Valois, cousin germain des 3 derniers de rois, fils de Charles de Valois, frère de Philippe le Bel. Il a 35 ans et jouit d'une solide réputation militaire. Le débat fait rage. Édouard III peut se prévaloir d'un lien de parenté plus proche avec Philippe le Bel. Philippe de Valois, lui, est un prince français, né et élevé en France, connaissant parfaitement les coutumes du royaume. Les juristes français sortent alors un argument décisif, la loi salique, qui interdit la transmission de la couronne par les femmes. Cette loi salique trouve ses racines dans un texte du VIe siècle régissant les francs saliens. À l'origine, elle ne concernait que l'héritage des terres. Mais les légistes français l'adaptent habilement à la succession royale. Néanmoins, cette période établit l'éviction des femmes comme une pratique usuelle. L'argument est imparable. Édouard III ne peut hériter par sa mère d'un droit qu'elle ne possède pas elle-même. Philippe VI est reconnu roi. Sacré à Reims en mai 1328, il fonde ainsi la maison de Valois. La cérémonie du sacre se déroule dans la plus pure tradition capétienne. L'archevêque de Reims oint Philippe avec l'huile sainte de la Sainte Ampoule. Les pairs du royaume lui rendent hommage. Le nouveau roi reçoit les regalias, l'épée de Charlemagne, la couronne, le sceptre et la main de justice. Philippe VI a 45 ans. C'est un homme robuste, habitué aux armes et à la guerre. Il a participé aux campagnes de son cousin Philippe le Bel et s'est illustré dans plusieurs batailles. Son père, Charles de Valois, était l'un des plus grands seigneurs du royaume. Philippe hérite de ses terres et de son influence. Le nouveau roi doit rapidement faire ses preuves. Lorsqu'une révolte éclate dans le comté de Flandre en août de la même année, le comte Louis de Nevers fait appel à Philippe pour rétablir l'ordre. C'est la première épreuve du nouveau règne. Les Flamands se sont soulevés contre leur comte, accusés de trop favoriser la France. Philippe VI rassemble une armée et marche vers la Flandre. Le 23 août 1328, à Cassel, il écrase les révoltés flamands. La victoire est éclatante. Les chroniqueurs rapportent que plus de 3000 Flamands périssent dans la bataille. Philippe VI fait preuve d'une grande habileté militaire, combinant l'usage de la cavalerie lourde française et des fantassins. Cette première victoire établit solidement la réputation du nouveau roi. Il n'est plus le « roi trouvé », comme le surnomment ses détracteurs, mais un souverain légitime qui a prouvé sa valeur sur le champ de bataille. Les grands du royaume qui avaient douté de son élection se rallient à lui. Édouard III d'Angleterre n'a pas renoncé à ses prétentions sur la couronne de France. Il a d'abord accepté de rendre hommage à Philippe VI pour ses possessions françaises, notamment la Guyenne. Mais cette soumission lui pèse. Il cherche les moyens de défier son rival. La première occasion se présente en Écosse. Robert Bruce, roi d'Écosse, vient de mourir en 1329. Son fils David II n'a que 5 ans. Édouard III soutient Édouard Balliol, prétendant au trône écossais. Philippe VI, lui, maintient l'alliance traditionnelle entre la France et l'Écosse contre l'Angleterre. En 1330, Édouard III fait déporter sa mère Isabelle et fait exécuter son amant Roger Mortimer, qui avait gouverné l'Angleterre pendant sa minorité. Il prend alors personnellement le pouvoir et montre rapidement ses ambitions. Il intervient militairement en Écosse et remporte plusieurs victoires contre les partisans de David II. Philippe VI riposte en envoyant des renforts aux Écossais. Une guerre par procuration s'engage entre la France et l'Angleterre sur le sol écossais. Les 2 rois évitent encore l'affrontement direct, mais les tensions montent. En 1331, Édouard III remporte la bataille de Halidon Hill contre les Écossais. Cette victoire lui donne le contrôle d'une grande partie de l'Écosse.
Philippe VI comprend que son rival anglais devient de plus en plus dangereux. Il commence à préparer la défense du royaume. En 1341, Jean III de Bretagne meurt sans héritier direct. Sa succession déclenche une crise qui va précipiter la guerre entre la France et l'Angleterre. Deux prétendants se disputent le duché, Jean de Montfort, demi-frère du duc défunt, et Jeanne de Penthièvre, sa nièce, épouse de Charles de Blois. Philippe VI soutient Charles de Blois, qui lui a rendu hommage pour le duché. Édouard III, lui, choisit de soutenir Jean de Montfort. Cette guerre de succession bretonne devient rapidement un conflit franco-anglais par procuration. Jean de Montfort se rend en Angleterre pour demander l'aide d'Édouard III. Le roi anglais saisit cette occasion pour défier ouvertement Philippe VI. Il promet à Montfort son soutien militaire et financier. En échange, Montfort reconnaît Édouard III comme légitime roi de France. Philippe VI fait arrêter Jean de Montfort et le fait emprisonner au Louvre. Mais la femme de Montfort, Jeanne la Flamme, prend la tête de la résistance. Elle défend héroïquement Hennebont assiégé par Charles de Blois. Les chroniques rapportent qu'elle combat en armure sur les remparts. Robert d'Artois joue un rôle crucial dans l'escalade du conflit. Ce grand seigneur français, beau-frère de Philippe VI, s'est brouillé avec le roi à propos de la succession du comté d'Artois. Il se réfugie en Angleterre et pousse Édouard III à revendiquer la couronne de France. Plusieurs facteurs expliquent le déclenchement de la guerre de 100 ans. D'abord, la question dynastique reste non résolue. Édouard III n'a jamais véritablement accepté l'éviction de sa lignée du trône de France. Il attend le moment favorable pour faire valoir ses droits. Ensuite, les possessions anglaises en France posent un problème constant. La Guyenne, que les rois anglais tiennent de leurs ancêtres plantagenets, représente un territoire riche et étendu. Mais ils doivent en faire hommage au roi de France, ce qui les place dans une position de vassalité inacceptable pour des souverains. L'économie joue également un rôle important. La Flandre est le principal débouché de la laine anglaise. Les drapiers flamands transforment cette laine en tissu qu'ils revendent dans toute l'Europe. Or, la Flandre dépend politiquement de la France, ce qui crée des tensions constantes. Les Flamands se révoltent régulièrement contre leurs comtes, soutenus par la France. Ils préfèrent s'allier à l'Angleterre, qui leur fournit la matière première de leur industrie. Cette situation économique pousse naturellement Édouard III à intervenir en Flandre. Philippe VI commet plusieurs erreurs diplomatiques. Il soutient David II d'Écosse contre Édouard III, ce qui irrite profondément le roi anglais. Il protège aussi les pirates français qui attaquent les navires anglais dans la Manche. Ces provocations accumulent les griefs. En 1337, Philippe VI franchit le pas décisif. Le roi de France Philippe VI confisque la Guyenne au roi d'Angleterre Édouard III, qui riposte en revendiquant la couronne de France. Cette confiscation résulte d'une procédure juridique complexe. Édouard III avait été convoqué à Paris pour rendre compte de son soutien à Robert d'Artois, ennemi du roi de France. Le roi anglais refuse de comparaître devant son suzerain français. Philippe VI considère ce refus comme un défi à son autorité et prononce la commise de la Guyenne. La commise est une procédure féodale qui permet au suzerain de reprendre un fief dont le vassal a failli à ses devoirs. Dans ce cas, Philippe VI estime qu'Édouard III a rompu ses obligations vassaliques en soutenant Robert d'Artois et en refusant de comparaître devant sa cour. Édouard III riposte immédiatement. Il envoie une lettre de défi à Philippe VI, qu'il ne reconnaît plus comme roi de France légitime. Dans ce document, daté du 7 octobre 1337, il revendique officiellement la couronne de France pour lui-même. La guerre de 100 ans, en anglais « 100 Years' War », est un conflit entrecoupé de trêves plus ou moins longues, opposant de 1337 à 1453 la dynastie des Plantagenets à celle des Valois. La guerre commence par des opérations navales. Philippe VI fait construire une flotte importante et envisage même d'envahir l'Angleterre. Des navires français attaquent Portsmouth et brûlent une partie de la ville. Édouard III riposte en envoyant des expéditions en Normandie. Édouard III comprend qu'il ne peut vaincre la France sans alliés continentaux. Il se tourne vers la Flandre, où les villes marchandes voient d'un mauvais œil la domination française. Gand, Bruges et Ypres dépendent entièrement du commerce de la laine anglaise. Le roi anglais impose un embargo sur l'exportation de laine vers la Flandre. Cette mesure économique frappe durement l'industrie textile flamande. Des milliers d'ouvriers se retrouvent sans travail.
La pression populaire monte contre le comte Louis de Nevers, fidèle allié de Philippe VI. Jacob van Artevelde, riche marchand de Gand, prend la tête du mouvement de résistance flamand. Il négocie secrètement avec Édouard III et organise la révolte des villes flamandes contre leur comte. En 1338, les bourgeois de Gand chassent Louis de Nevers et se rallient ouvertement à l'Angleterre. Édouard III débarque à Anvers en juillet 1338. Il est accueilli triomphalement par les Flamands. Van Artevelde organise une grande assemblée à Gand où les représentants des villes flamandes reconnaissent Édouard III comme roi de France et s'engagent à combattre Philippe VI. Cette alliance flamande transforme la nature du conflit. Édouard III dispose désormais d'une base continentale pour ses opérations militaires. Il peut recruter des soldats flamands, utiliser les ports de Flandre et bénéficier du soutien financier des riches marchands. La guerre débute par une série d'opérations dispersées. Édouard III mène une première campagne dans le nord de la France en 1339. Il ravage le Cambrésis et menace Reims, ville du sacre des rois de France. Philippe VI lève une armée considérable et marche à sa rencontre. Les deux armées se font face près de Buiron-Fosse, mais aucun des deux rois n'ose engager la bataille décisive. Édouard III évite l'affrontement frontal car il est en infériorité numérique. Philippe VI hésite à attaquer car il redoute les conséquences d'une défaite. Cette prudence caractérise les premières années du conflit. Les deux souverains mènent une guerre d'usure, multipliant les raids et les sièges sans rechercher la bataille rangée. Édouard III perfectionne sa stratégie de chevauchée, ses expéditions rapides destinées à piller et démoraliser l'ennemi. En 1340, la guerre prend une dimension navale importante. Philippe VI rassemble une flotte considérable à l'Écluse, port de Bruges. Cette flotte doit protéger les communications entre la France et ses alliés écossais, tout en menaçant les côtes anglaises. Édouard III attaque cette flotte le 24 juin 1340. La bataille de l'Écluse tourne à la catastrophe pour les Français. Les navires anglais, plus manœuvrants, écrasent la flotte française. Les chroniques rapportent que les eaux du port se teignent de sang. La guerre de Cent Ans voit naître de nouvelles techniques militaires qui révolutionnent l'art de la guerre. Édouard III développe une tactique originale combinant cavalerie démontée, archers gallois et fantassins. Les archers gallois utilisent le long arc, une arme redoutable capable de percer les armures à grande distance. Ces archers peuvent décocher jusqu'à 12 flèches par minute avec une portée de 200 mètres. Leur cadence de tir est largement supérieure à celle des arbalétriers français. Philippe VI, lui, reste fidèle à la tactique traditionnelle française. La charge de cavalerie lourde. Les chevaliers français, montés sur leurs destriers et protégés par des armures complètes, constituent l'élite de l'armée royale. Mais cette tactique montre ses limites face aux innovations anglaises. Première utilisation de canons en 1346. Ces armes nouvelles, encore primitives, font plus de bruit que de dégâts réels. Mais elles marquent le début d'une révolution militaire qui va transformer la guerre médiévale. L'artillerie naissante effraie surtout les chevaux et démoralise les soldats par son fracas. Les premiers canons sont de simples tubes de bronze ou de fer forgé, chargés de poudre noire et de boulets de pierre. Leur portée reste limitée et leur précision aléatoire. Le roi d'Angleterre Édouard III écrase la chevalerie française à Crécy le 26 août 1346. Cette bataille marque un tournant décisif dans la guerre de Cent Ans et révèle l'efficacité des nouvelles tactiques anglaises. Édouard III a débarqué en Normandie en juillet 1346 avec une armée de 15 000 hommes. Il remonte vers le nord en pillant méthodiquement la campagne française. Philippe VI rassemble hâtivement une armée de 25 000 hommes et se lance à sa poursuite. Les Anglais choisissent soigneusement leur terrain près du village de Crécy-en-Ponthieu. Édouard III dispose ses troupes sur une colline, avec les archers sur les flancs et les hommes d'armes au centre. Cette position défensive lui donne tous les avantages. Philippe VI arrive en fin de journée avec une armée fatiguée par une longue marche. Ses conseillers lui recommandent d'attendre le lendemain pour combattre, mais le roi français refuse d'écouter ses conseils de prudence. L'honneur chevaleresque l'emporte sur la stratégie. La bataille commence par un duel d'artillerie. Les canons anglais tonnent et sèment la panique dans l'armée française. Puis les arbalétriers génois, mercenaires au service de la France, avancent vers les lignes anglaises. Ils sont accueillis par une pluie de flèches galloises. Les Génois, décimés et démoralisés,
refluent vers leurs lignes. Philippe VI, furieux, ordonne à sa cavalerie de charger à travers cette masse en déroute. Les chevaliers français piétinent leurs propres alliés dans leur hâte d'atteindre l'ennemi. Les charges successives de la cavalerie française se brisent sur les positions anglaises. Les archers gallois décochent leurs flèches avec une précision mortelle. Les chevaux s'abattent, les chevaliers tombent et sont achevés par les fantassins anglais qui sortent de leur ligne. Jean de Luxembourg, roi de Bohême et aveugle, demande à être mené au combat. Ses écuyers l'accompagnent en attachant leurs chevaux aux siens. Il charge et meurt glorieusement, incarnant l'idéal chevaleresque français face à la guerre moderne anglaise. La défaite de Crécy bouleverse l'équilibre militaire européen. La supériorité de la cavalerie lourde française, incontestée depuis des siècles, vient de s'effondrer. Les nouvelles tactiques anglaises prouvent leur efficacité contre la chevalerie traditionnelle. Philippe VI perd dans cette bataille une grande partie de la noblesse française. Plus de 1500 chevaliers périssent à Crécy, privant le royaume de ses meilleurs capitaines. Cette hécatombe affaiblit durablement la capacité militaire française. La réputation de Philippe VI s'effondre. Le roi qui avait triomphé à Cassel en 1328 apparaît désormais comme un général incompétent. Ses sujets commencent à douter de sa légitimité et de sa capacité à défendre le royaume. Édouard III exploite immédiatement sa victoire. Il marche sur Calais et entreprend le siège de cette ville stratégique. Calais contrôle le passage le plus court entre l'Angleterre et le continent. Sa conquête donnerait aux Anglais une base permanente en France. Le siège de Calais dure 11 mois. La ville résiste héroïquement, mais elle finit par capituler en août 1347. Philippe VI tente bien de secourir Calais, mais il n'ose pas affronter à nouveau les Anglais en bataille rangée. En 1348, un fléau bien plus redoutable que la guerre s'abat sur l'Europe, la peste noire. Cette épidémie, venue d'Asie, décime la population européenne. En France, elle tue environ un tiers des habitants, paralysant l'économie et désorganisant la société. La peste touche indistinctement toutes les classes sociales. Nobles et paysans, bourgeois et artisans succombent en nombre égal. Les chroniqueurs rapportent des scènes d'apocalypse. Des villages entiers disparaissent, les champs restent en friche, les métiers s'éteignent. Philippe VI lui-même manque de mourir de la peste. Sa première épouse, Jeanne de Bourgogne, succombe à l'épidémie. Le roi, affaibli et vieilli, épouse en secondes noces Blanche de Navarre. Mais il ne s'en remet jamais complètement. Cette catastrophe démographique interrompt temporairement les hostilités. Édouard III et Philippe VI sont contraints de suspendre leurs opérations militaires pour faire face à l'urgence sanitaire. Les armées se dissolvent, les campagnes s'arrêtent. La peste bouleverse aussi l'équilibre social. La raréfaction de la main-d'œuvre permet aux survivants d'exiger de meilleurs salaires. Les paysans abandonnent les terres les moins rentables. L'ancien ordre féodal commence à se fissurer. Les malheurs de la guerre et de la peste provoquent des révoltes populaires dans tout le royaume. Les paysans se révoltent contre les nobles qu'ils accusent de ne pas savoir défendre le pays. Les bourgeois des villes critiquent ouvertement la gestion royale. En 1348, Étienne Marcel devient prévôt des marchands de Paris. Ce riche bourgeois incarne l'opposition bourgeoise à Philippe VI. Il réclame un contrôle des finances royales et une participation du tiers-État au gouvernement du royaume. Les États généraux de 1355 marquent l'apogée de cette contestation. Étienne Marcel y présente la Grande Ordonnance, qui limite les pouvoirs royaux et institue un contrôle parlementaire sur les finances. Philippe VI doit accepter ces réformes sous la pression. La jacquerie éclate en 1358, après la mort de Philippe VI. Cette révolte paysanne, menée par Guillaume Calle, dévaste l'Île-de-France. Les Jacques massacrent les nobles et brûlent les châteaux. La répression sera terrible, mais le mal est fait. Ces révoltes révèlent la crise profonde de la société française. L'autorité royale est contestée, la noblesse discréditée, le peuple exaspéré. Philippe VI lègue à son successeur un royaume en pleine décomposition politique et sociale. Philippe VI développe progressivement une stratégie défensive face aux innovations anglaises. Après Crécy, il comprend qu'il ne peut plus affronter les Anglais en bataille rangée. Il privilégie la guerre de siège et les opérations de harcèlement. Le roi français fait fortifier les principales villes du royaume. Il modernise les défenses de Paris,
Reims, Rouen et Orléans. Ces travaux coûtent une fortune au trésor royal, mais ils s'avèrent efficaces pour ralentir les chevauchées anglaises. Philippe VI recrute aussi des mercenaires étrangers pour compenser ses pertes en chevaliers français. Il engage des fantassins italiens, des arbalétriers génois, des routiers gascons. Ces troupes professionnelles se montrent plus disciplinées que la noblesse française. La tactique de la terre brûlée devient systématique. Devant l'avance des Anglais, les Français évacuent les populations, détruisent les récoltes, empoisonnent les puits. Cette stratégie prive l'ennemi de ressources, mais ruine le pays. Le roi développe enfin une marine de guerre pour contrer la supériorité navale anglaise. Il fait construire de nouveaux navires et recrute des marins normands et bretons. Mais cette flotte reste inférieure à celle d'Édouard III. La guerre de 100 ans transforme radicalement l'économie française. Philippe VI doit financer des armées permanentes, construire des fortifications, entretenir une flotte. Ces dépenses militaires explosent le budget royal. Le roi multiplie les expédients fiscaux. Il dévalue la monnaie, créant une inflation qui appauvrit ses sujets. Il lève des aides exceptionnelles, taxe le clergé, emprunte aux banquiers italiens. Ces mesures provoquent le mécontentement général. L'industrie textile française souffre de la perte des marchés flamands. Les drapiers français ne peuvent plus écouler leurs produits en Flandre, passés sous contrôle anglais. Cette crise industrielle aggrave le chômage urbain. L'agriculture française, pillée par les chevauchées anglaises, connaît des difficultés croissantes. Les paysans abandonnent les campagnes exposées pour se réfugier dans les villes fortifiées. La production agricole s'effondre. Le commerce français pâtit de l'insécurité généralisée. Les marchands n'osent plus circuler sur les routes infestées de routiers. Les foires de Champagne périclitent. Seuls les ports atlantiques, protégés par la marine française, maintiennent leur activité. Philippe VI mène parallèlement à la guerre une intense activité diplomatique. Il cherche des alliés contre l'Angleterre et tente d'isoler Édouard III en Europe. Cette diplomatie obtient des succès mitigés. L'alliance écossaise reste le pilier de la diplomatie française. Philippe VI soutient constamment David II contre Édouard III. Il envoie des renforts en Écosse, finance la résistance écossaise, accueille les exilés écossais en France. Le pape d'Avignon, Clément VI, soutient discrètement la France contre l'Angleterre. Cette alliance religieuse donne à Philippe VI un avantage diplomatique important. Le pape excommunie les alliés d'Édouard III et prêche la croisade contre l'Angleterre. Philippe VI tente aussi de rallier l'Empire germanique. Il négocie avec l'empereur Charles IV de Luxembourg, mais celui-ci reste neutre. Les princes allemands préfèrent commercer avec l'Angleterre plutôt que de s'engager militairement aux côtés de la France. L'Espagne constitue un allié naturel de la France. La Castille de Pierre le Cruel s'oppose à l'expansion anglaise en Aquitaine. La marine castillane aide la flotte française à contrôler le golfe de Gascogne. Les dernières années de Philippe VI sont marquées par une série d'échecs et de désillusions. Le roi, vieilli et malade, voit son royaume s'enfoncer dans la crise. La guerre n'en finit pas, la peste revient par vagues successives, les révoltes se multiplient. En 1349, Philippe VI achète le Dauphiné à Humbert II. Cette acquisition stratégique permet à la France de contrôler les passages alpins. Mais elle coûte 120 000 florins d'or au trésor royal déjà exsangue. Le roi négocie le mariage de son fils Jean avec Bonne de Luxembourg, fille du roi de Bohême mort à Crécy. Cette alliance vise à s'assurer l'appui de la maison de Luxembourg contre l'Angleterre. Mais elle n'apporte aucun secours militaire immédiat. Philippe VI tente une dernière fois de reconquérir Calais en 1350. Il rassemble une armée considérable et assiège la ville. Mais Édouard III débarque avec des renforts et oblige les Français à lever le siège. C'est le dernier échec militaire du règne. Le 22 août 1350, Philippe de Valois meurt le 22 août 1350 à Nogent-le-Roi. Il s'éteint dans son château de Nogent-le-Roi, amer et déçu. Son règne de 22 ans aura été marqué par la guerre, la peste et les révoltes. Philippe VI laisse un bilan contrasté. D'un côté, il a fondé la dynastie des Valois qui va régner sur la France pendant plus de 2 siècles. Il a maintenu l'unité du royaume face aux prétentions anglaises et préservé l'indépendance française. De l'autre côté, son règne a vu naître la guerre de 100 ans,
ce conflit interminable qui va ravager la France pendant plus d'un siècle. Sa défaite à Crécy a révélé la faiblesse militaire française et encouragé les ambitions d'Édouard III. Philippe VI a aussi présidé à la transformation de la monarchie française. Face aux défis de la guerre, il a renforcé l'administration royale, développé la fiscalité, professionnalisé l'armée. Ces réformes préparent l'absolutisme royal des siècles suivants. Le roi a également favorisé l'émergence d'une nouvelle noblesse. Les défaites militaires ont décimé l'ancienne chevalerie. Philippe VI a anobli de nombreux bourgeois enrichis dans les affaires ou l'administration. Cette nouvelle noblesse sera plus docile au pouvoir royal. Sur le plan culturel, le règne de Philippe VI voit s'épanouir l'art gothique flamboyant. Le roi fait construire la Sainte-Chapelle de Vincennes et poursuit les travaux du Louvre. Les manuscrits enluminés connaissent un âge d'or avec des artistes comme Jean Pucelle. Philippe VI transmet à son fils Jean le Bon un royaume profondément transformé par 22 années de guerre et d'épreuves. La monarchie française n'est plus la même qu'en 1328. Elle s'est adaptée aux défis de son temps, mais au prix de mutations profondes. Le système féodal traditionnel s'effrite sous les coups de boutoir de la guerre moderne. Les vieilles structures vassaliques ne correspondent plus aux besoins d'une monarchie en guerre permanente. Philippe VI a commencé la transformation de l'État français en machine de guerre. L'administration royale s'est considérablement développée. Le roi a créé de nouveaux offices, multiplié les fonctionnaires, centralisé les décisions. Cette bureaucratie naissante préfigure l'État moderne français. Elle survit aux défaites militaires et assure la continuité du pouvoir. La noblesse française sort transformée du règne de Philippe VI. L'ancienne chevalerie, décimée à Crécy, cède la place à une noblesse de service plus docile. Ces nouveaux nobles doivent leur élévation au roi et non plus à leur naissance. Ils forment l'ossature de l'administration royale. Le tiers-État, bourgeois et paysans, a pris conscience de sa force pendant ce règne. Les États généraux de 1355 marquent son entrée sur la scène politique. Désormais, aucun roi ne peut gouverner sans tenir compte de l'opinion du peuple. Philippe VI laisse une armée française profondément renouvelée. Les leçons de Crécy ont été partiellement retenues. Son successeur Jean le Bon héritera d'une organisation militaire plus professionnelle, même si elle reste imparfaite. Les compagnies d'ordonnance, ces unités professionnelles permanentes, commencent à se dessiner sous Philippe VI. Elles remplaceront progressivement le service féodal traditionnel. Cette évolution vers une armée permanente révolutionne l'art militaire français. L'artillerie française se développe lentement, mais sûrement. Philippe VI fait fabriquer des canons dans les arsenaux royaux. Ces armes nouvelles équipent les places fortes françaises. Elles donnent aux défenseurs un avantage sur les assaillants anglais. La marine française, créée par Philippe VI, survit aux défaites navales. Elle maintient les communications avec l'Écosse et protège les côtes normandes. Cette flotte permanente constitue une innovation majeure de la monarchie valoise. Les fortifications se modernisent sous l'impulsion royale. Philippe VI fait adapter les châteaux aux nouvelles réalités militaires. Les tours rondes remplacent les tours carrées. Les meurtrières se multiplient, les fossés s'approfondissent. La guerre transforme radicalement la société française. Philippe VI préside à ces mutations sans toujours en mesurer les conséquences. Son règne marque une rupture dans l'histoire sociale du royaume. La bourgeoisie urbaine sort renforcée de cette période. Elle finance l'effort de guerre royal et en tire profit. Les marchands s'enrichissent en prêtant au roi, les artisans prospèrent en produisant des armes. Cette bourgeoisie revendique une participation au pouvoir. La paysannerie subit de plein fouet les conséquences de la guerre. Les chevauchées anglaises ruinent les campagnes, la fiscalité royale s'alourdit, les corvées seigneuriales se multiplient. Cette pression explique les révoltes paysannes qui éclatent sous le règne suivant. L'économie française s'oriente vers la production militaire. Les forges se spécialisent dans la fabrication d'armes, les chantiers navals se multiplient, les manufactures textiles produisent des uniformes. Cette économie de guerre crée de nouveaux métiers. Le commerce français s'adapte aux contraintes militaires. Les marchands développent de nouvelles routes commerciales pour éviter les zones de guerre. Les foires se déplacent vers les régions sûres. Cette adaptation témoigne de la vitalité économique française. Philippe VI entretient des relations complexes avec l'Église.
Le roi très chrétien doit composer avec un pape français installé à Avignon, mais il doit aussi tenir compte de l'opinion de ses sujets anglophiles. Le clergé français soutient massivement Philippe VI contre Édouard III. Les évêques prêchent la guerre sainte contre les Anglais. Les monastères financent l'effort de guerre royal. Les curés mobilisent leurs paroissiens. Cette union du trône et de l'autel renforce la légitimité royale. La papauté d'Avignon constitue un atout diplomatique majeur pour Philippe VI. Clément VI, pape français, soutient discrètement la France contre l'Angleterre. Il refuse de recevoir les ambassadeurs d'Édouard III et menace d'excommunication ses alliés. Les ordres militaires se rangent du côté français. Les Templiers ayant été supprimés, leurs biens sont passés aux Hospitaliers, qui combattent aux côtés de Philippe VI. Ces moines soldats apportent leur expérience militaire à la cause française. La guerre suscite un renouveau de la piété populaire. Les Français prient pour la victoire royale, organisent des processions, font des pèlerinages. Cette ferveur religieuse soude la nation française face à l'envahisseur anglais. Philippe VI transforme profondément les institutions françaises. Face aux défis de la guerre, il adapte les structures héritées du Moyen Âge aux besoins d'une monarchie moderne. Ces réformes institutionnelles survivront au règne. Le Conseil du roi s'élargit et se spécialise. Philippe VI fait appel à des juristes, des financiers, des militaires professionnels. Ces conseillers techniques remplacent progressivement les grands féodaux traditionnels. Le gouvernement se technicise. La chancellerie royale se développe considérablement. Elle produit un nombre croissant d'actes, centralise la correspondance administrative, codifie les procédures. Cette bureaucratie naissante assure l'efficacité de l'administration royale. Le Parlement de Paris voit ses compétences s'étendre. Cette cour souveraine juge en dernier, ressort les affaires du royaume, contrôle l'application des ordonnances royales, arbitre les conflits de juridiction. Son autorité s'impose à tous. La Chambre des comptes se modernise pour faire face aux besoins financiers de la guerre. Elle contrôle les recettes et dépenses royales, audite les comptables, vérifie les comptes des baillis et sénéchaux. Cette institution financière devient indispensable. Philippe VI mène une politique d'expansion territoriale active malgré la guerre anglaise. Il profite de chaque occasion pour étendre le domaine royal et renforcer l'unité française. Cette politique porte ses fruits à long terme. L'acquisition du Dauphiné en 1349 constitue le succès majeur de cette politique. Cette province alpine, achetée à Humbert II, donne à la France le contrôle des passages vers l'Italie. Elle sera désormais l'apanage des fils aînés de France. La politique matrimoniale de Philippe VI vise à renforcer les alliances françaises. Il marie ses enfants dans les grandes maisons européennes. Jean épouse Bonne de Luxembourg, Marie épouse Jean de Brabant, Jeanne épouse Guillaume de Juliers. Les confiscations de fiefs félons permettent d'agrandir le domaine royal. Philippe VI saisit les terres des seigneurs passés à l'ennemi anglais. Ces confiscations affaiblissent l'opposition féodale et renforcent l'autorité royale. La politique urbaine de Philippe VI favorise l'extension de l'influence royale. Il accorde des chartes aux villes, protège le commerce urbain, soutient l'artisanat. Cette alliance entre le roi et les bourgeois affaiblit la féodalité traditionnelle. Philippe VI inscrit la France dans un vaste réseau d'alliances européennes. Sa diplomatie active cherche à isoler l'Angleterre et à renforcer la position française sur le continent. Cette politique internationale survit aux vicissitudes militaires. L'alliance castillane se révèle particulièrement fructueuse. Pierre le Cruel de Castille s'oppose à l'expansion anglaise en Aquitaine. La marine castillane aide la flotte française à contrôler les routes atlantiques. Cette coopération hispano-française préfigure les alliances futures. Les relations avec l'Empire germanique restent prudentes. Philippe VI évite de s'aliéner l'empereur Charles IV de Luxembourg tout en soutenant les princes allemands hostiles à l'Angleterre. Cette diplomatie nuancée préserve les intérêts français en Europe centrale. L'Italie constitue un enjeu majeur de la diplomatie française. Philippe VI soutient le pape d'Avignon contre ses rivaux italiens, finance les condottières français en Italie, protège les marchands français dans les villes italiennes. Cette influence française en Italie sera durable. Les royaumes du nord de l'Europe restent neutres dans le conflit franco-anglais. Philippe VI respecte cette neutralité tout en cherchant à limiter le commerce anglo-scandinave. Cette prudence diplomatique évite l'extension du conflit.
Philippe VI s'éteint le 22 août 1350 dans son château de Nogent-le-Roi. Il a 67 ans et règne depuis 22 ans. Sa mort marque la fin d'une époque et l'ouverture d'une nouvelle phase de la guerre de 100 ans. Le roi meurt entouré de sa famille et de ses conseillers. Jean, son fils aîné, se trouve à ses côtés. Le testament royal a été rédigé depuis longtemps. Jean hérite de la couronne, ses frères cadets reçoivent des apanages importants. Les funérailles de Philippe VI se déroulent à Saint-Denis selon le cérémonial royal traditionnel. Tous les grands du royaume se rassemblent pour rendre hommage au premier Valois. Malgré les défaites militaires, personne ne conteste la légitimité dynastique. L'opinion publique française porte un jugement mitigé sur le règne de Philippe VI. On lui reproche les défaites militaires et les difficultés économiques, mais on reconnaît qu'il a maintenu l'unité du royaume face aux prétentions anglaises. Les chroniqueurs contemporains soulignent les qualités personnelles de Philippe VI, sa piété, son courage, sa générosité. Mais ils critiquent aussi ses erreurs stratégiques et sa trop grande confiance dans la chevalerie traditionnelle. Philippe VI de Valois aura marqué l'histoire de France de manière indélébile. Premier roi d'une dynastie qui régnera jusqu'en 1589, il a fondé la légitimité des Valois sur les ruines de la lignée capétienne directe. Son avènement en 1328 résout la crise successorale la plus grave que la monarchie française ait connue depuis Hugues Capet. Mais Philippe VI restera surtout dans l'histoire comme le roi qui a déclenché la guerre de 100 ans. Sa décision de confisquer la Guyenne en 1337 précipite un conflit qui ravagera la France pendant plus d'un siècle. Cette guerre transformera profondément les deux royaumes et révolutionnera l'art militaire européen. Le règne de Philippe VI coïncide avec une triple catastrophe, la guerre anglaise, la peste noire et les révoltes populaires. Ces trois fléaux simultanés auraient pu détruire le royaume. Mais la monarchie française survit grâce aux réformes institutionnelles entreprises par le premier Valois. Philippe VI a modernisé l'État français pour faire face aux défis de son temps. Il a renforcé l'administration royale, développé la fiscalité, professionnalisé l'armée, centralisé les décisions. Ces transformations préparent l'avènement de la monarchie absolue. L'héritage de Philippe VI dépasse largement les frontières françaises. La guerre de 100 ans qu'il a déclenchée transforme l'Europe médiévale. Elle accélère la formation des États-nations, révolutionne les techniques militaires, bouleverse les structures sociales traditionnelles. 22 ans après son avènement, Philippe VI lègue à son successeur un royaume métamorphosé. La France de 1350 n'est plus celle de 1328. Elle a perdu son hégémonie militaire européenne, mais elle a gagné en cohésion nationale et en efficacité administrative. Le premier Valois aura donc été à la fois le fossoyeur de l'ancienne France féodale et l'accoucheur de la France moderne. Son règne marque une rupture majeure dans l'histoire française, ouvrant la voie aux transformations des siècles suivants.